suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël, merci de votre appel. C'est moi qui vous remercie de participer à Sésame Asie, Frédéric. Donc, vous nous parlez depuis le Japon. On attaque une série d'épisodes sur le Japon et un épisode très spécial où on va retracer plus d'une quarantaine d'années en Asie. Vous avez vécu dans plusieurs pays. Vous avez vécu au Cambodge, au Vietnam, en Indonésie, en Inde. On va revenir sur votre carrière professionnelle, mais aussi sur des événements exceptionnels comme un kidnapping au Cambodge à l'époque des Khmers rouges. On va parler aussi brièvement du Brésil avec une expérience d'épidémie qui va nous rappeler le Covid. On va retracer professionnellement ce que vous avez fait. Vous avez été professeur, vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique, notamment avec Rhône Poulenc, vous avez travaillé avec le CNRS. Donc voilà, beaucoup de choses à couvrir dans cet épisode. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Alors, je m'appelle Frédéric Benoliel, comme vous l'avez dit, et j'ai fait effectivement le long parcours, ce que j'appelle la longue marche que vous avez décrite. Alors l'avantage évidemment d'une longue marche comme celle-là, c'est le recul, c'est d'avoir vu beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est que les années passent et que effectivement il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on va essayer un petit peu de brosser cette longue marche. Deux choses qui me paraissent un petit peu importantes aujourd'hui dans mes activités, puisque je suis retiré depuis quelque temps de la vie professionnelle au quotidien, si je puis dire. Par contre, je me consacre à des activités qui me plaisent particulièrement, ou pour lesquelles j'espère avoir une utilité pour les autres. Parmi ces relativement nombreuses activités, il y en a deux qui me motivent, si je puis dire, particulièrement. Il y a celle de conseiller du commerce extérieur de la France, CCE, que vous connaissez et que vous on a reçu de nombreux CCE. Donc, oui. Voilà. C'est une activité que je trouve remarquable, intéressante, dès lors qu'on s'y donne et qu'on essaye de comprendre beaucoup de choses et qu'on fait part de sa propre expérience. Moi, je fais ça depuis 1986, donc vous voyez, ça fait déjà un certain temps. Ça se rapproche dangereusement de l'année de ma naissance, oui, effectivement. Ah bon, d'accord, oui. Alors, vous êtes si vieux que ça, on dirait pas. Bon. Et puis il y a le club VIE aussi, les volontaires internationaux en entreprise. On y reviendra peut-être sur l'intérêt que j'ai, qui lui aussi est très ancien pour les VIE. Mais ce club qui regroupe 26 000 membres maintenant dans le monde m'intéresse particulièrement, et je crois que là aussi il y a moyen de transmettre modestement, mais quand même une certaine expérience, et puis surtout d'essayer d'aider les jeunes gens au niveau de la formation, de leur comment dire, de les aider à rentrer dans le monde international si c'est ce qui les intéresse, et à effectuer un VIE. Donc ces deux activités essentielles me plaisent beaucoup et me permettent de continuer à partager avec les autres et de connaître les autres, ce qui finalement est ce qui m'a toujours le plus motivé par différents moyens. Oui, vous faites bien de le dire. On reviendra sur ces activités plus en détail à la fin. Et je suis moi-même VIE. Il y a de nombreux VIE sur le podcast en tant qu'invité et dans les auditeurs également. Donc, c'est un sujet. Vous êtes un collègue alors. Parfait. Voilà. Et donc, on va pour revenir au début de tout ça. Comment vous avez découvert l'Asie? Ça remonte à quand et c'était où? Je suis né à Marseille. Alors Marseille, c'est une ville extrêmement cosmopolite, et je crois que c'est là que ça a commencé, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai
à Marseille, j'aimais beaucoup aller me promener sur le port. Il y avait des bateaux qui avaient souvent des noms qui étaient très exotiques, Laos, Cambodge, que sais-je. Donc il y avait ce côté un peu rêverie. J'avais des parents qui avaient beaucoup voyagé. J'avais des ancêtres marins corses à la voile, notamment. Enfin bref, tout ça mis bout à bout faisait que je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au-delà de la ville, Mhm. même si c'était un bon point de départ. Et je me suis beaucoup intéressé au droit international. Et petit à petit, ça me donnait l'idée que dès que je le pourrais, eh bien, j'aimerais bien faire une ou plusieurs expériences à l'extérieur. Voilà. Mais je crois que je dois beaucoup à Marseille par, euh, par ce côté international de cette ville et d'ouverture sur le monde. D'accord. Donc un peu, on a eu sur le podcast Albin Lix, par exemple de Saint-Malo, qui se Mmh. retraçait un peu dans la continuité je sais pas, si c'est des pirates, mais en tout cas plutôt des voyageurs commerçants bretons. Donc vous, c'est plutôt Marseille, le port de Marseille qui vous a Oui, inspiré. puis il y a toujours eu, dans l'Empire colonial ou dans l'Indochine, etc., il y a toujours eu, bien sûr, avec le temps, tout ça a considérablement changé, évidemment, mais il y a toujours eu, par exemple, des communautés bretonnes ou corses ou du midi de la France, pas seulement, mais très importantes, et je crois que c'est lié aussi un petit peu à l'appel de la mer, l'appel du large, probablement. Mhm, tout à fait. Et qu'on retrouve aussi en Chine pour faire un lien avec l'Asie, avec par exemple toutes Oui, les côtes chinoises qui sont des terres d'expatriation pour les communautés chinoises. Donc il y a ben une voilà, certaine logique, très clairement. bien sûr. Et donc, enfin, vous avez eu, donc c'est Marseille qui vous a inspiré, mais concrètement, enfin, ça nous dit pas encore pourquoi l'Asie et comment, voilà, quel était le déclic et comment donc vous avez découvert l'Asie plus concrètement. Alors, l'Asie, c'est parce que j'avais un goût historique, si je puis dire, pour l'Indochine, sans vraie raison. Je trouvais que c'était quelque chose un épisode. Je trouvais que toute l'épopée coloniale était quelque chose, a fortiori quand on est adolescent, qui intrigue au moins, parfois bien plus. Et moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, j'ai eu un regard, je le vois quand je prends une carte, même maintenant, une espèce d'aimant qui fait que je prends la map monde, et bien elle m'amène toujours plutôt vers l'Asie. Il y a dû y avoir ça. À un moment donné, quand j'étais jeune, j'ai passé du temps aux États-Unis à l'époque où il y avait la guerre au Vietnam. Donc c'était aussi un regard sur cette région du monde. Et puis je crois aussi que lorsque je voulais partir, je me suis dit qu'à partir, il fallait partir loin. Mhm. Donc, à un moment donné, il y a eu l'opportunité de partir en coopération au Cambodge. Je n'ai pas eu un très grand mérite à y aller parce que c'était un poste que personne ne voulait. D'ailleurs, ça a failli même au dernier moment ne pas se faire du fait d'une situation sur place qui était une situation de guerre, puisque je suis parti au Cambodge en 1974 et pour moi, c'était peut-être dans l'inconscient de la jeunesse plus une source d'excitation de vivre un épisode pour le moins inhabituel. C'était plus de l'excitation que de la peur. Et c'est peut-être ce qui m'a amené à un épisode dont on parlera et que vous avez déjà cité tout à l'heure sur une prise d'otage. Et donc vous découvrez le Cambodge en 1974. Ouais. Enfin, moi qui ai découvert Phnom Penh, je sais pas, peut-être au moins 20 ans, 20 ou 30 ans plus tard. Enfin, les routes étaient encore en terre battue dans une bonne partie de la ville. Enfin, ça restait vraiment assez tiers-monde. Donc, j'imagine que dans les années 70, enfin, décrivez-nous, ça ressemblait à quoi? Bon, d'abord, j'étais, comme je l'ai dit, en une période où c'était la pleine guerre. Hein, donc, Mhm, en plus, oui. Phnom Penh était devenu une forteresse totalement retranchée, qui n'était plus ravitaillée, y compris en riz, pardon, et on est en Asie, hein, donc le riz, c'est quand même quelque chose d'important. Phnom Penh était ravitaillé en riz par des largages faits des avions, des petits avions qui volaient en basse altitude et qui larguaient du riz sur la ville. Hein. Bon. Mhm. Donc, je suis arrivé dans une ville qui était totalement tout le monde, si je puis dire. Enfin, en tout cas, c'était la couleur dominante était en vert des uniformes des soldats de la République, ce qui s'appelait la République Khmer, puisqu'il y avait eu un coup d'État qui avait été fait. Donc, le royaume était devenu une république. Et c'était une ville qui vivait euh,
dans des conditions extrêmement tristes, puisqu'on avait tous les jours des réfugiés qui arrivaient dans la ville, ils arrivaient des zones Khmer rouges, donc nous vivions à Phnom Penh, nous vivant à Phnom Penh, savions assez bien ce qui se passait lorsque les Khmer rouges arrivaient dans un village. Donc il a fallu beaucoup de temps après la chute du Cambodge pour qu'on commence à se rendre compte, enfin que le grand public, si je puis dire, se rende compte des horreurs commises par les Khmer rouges, mais lorsqu'on y était, on le savait. Donc il y avait un côté extrêmement triste, désespéré, fin du monde dans ce pays. Et en même temps, c'est une ville qui continuait, malgré ce climat que je viens de décrire, à vivre. C'est une ville qui vivait dans la fête. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la fête, qui sortaient, qui s'amusaient. C'était probablement une espèce de geste de désespoir où les gens voulaient s'ouvrir, pensant que finalement la fin serait inexorable et que la fin serait dramatique. Je crois que même sans l'avoir dit consciemment, beaucoup de gens, beaucoup de Cambodgiens s'en rendaient compte. Et malheureusement, l'histoire, je rappelle au passage qu'il y a eu sur une population qui devait être de l'ordre de 2 millions de 5 à 6 millions de Cambodgiens à l'époque, il y en a 2 millions qui sont morts dans des conditions épouvantables, dans des camps ou dans des camps de travail Khmer Rouge entre 75 et 79. Voilà à quoi ressemblait Phnom Penh à l'époque. D'accord. Ouais, vous avez écrit un article très intéressant qui retrace votre carrière. On y fera peut-être référence de temps en temps et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et vous parlez justement de la déchirure de Killing Fields, qui est un film assez connu, qui est intéressant de regarder avec John Malkovich tout jeune. Absolument. Et c'est pour moi, bon, vous vous doutez que j'ai essayé de regarder un peu et de voir tout ce qui avait pu se faire sur le Cambodge pour différentes raisons d'ailleurs. Il a fallu beaucoup de temps avant que certaines choses sortent, mais ce serait un autre propos. Mais je pense que The Killing Fields, c'est probablement le document que j'ai vu, même si c'est une histoire, pas romancée d'ailleurs, c'est une histoire vraie, mais enfin, même si c'est un film, c'est quand même que l'histoire elle-même, l'ambiance, tout ce qui est dit, surtout la première partie du film dans les zones contrôlées désormais par les Khmer rouges, ça me paraît extrêmement véridique et c'est selon moi qui est vécu un morceau, un petit morceau, heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, mais de cette période, c'est vraiment un film à voir. Absolument, oui. Et enfin ouais, ça me donne envie de le revoir. Hein. Je crois que je l'avais vu après mon voyage au Cambodge qui m'avait marqué, hein, parce enfin, j'avais visité, alors c'est la prison S21 si je me trompe pas. Tuol Seng, c'est ça. Oui, on voit des salles où il y avait de la torture, etc. Où on revit ces moments. Et donc j'avais regardé le film ensuite et je conseille en parallèle du film la lecture du livre Une Odyssée cambodgienne, qui est écrite en fait par le héros cambodgien du film, qui a vraiment vécu le génocide cambodgien. Enfin, je crois qu'il était médecin à Phnom Penh, qui décrit toute sa fuite de Phnom Penh avec l'exode d'une population entière, qui décrit sans aventure où il échappe à la mort à plusieurs reprises et il raconte des atrocités, enfin que j'ose même pas décrire là. Et pour finir, dans ce film, et se retrouver à Hollywood, aux cérémonies des Oscars, etc. Donc le livre est un vrai témoignage, peut-être moins romancé que le film, je sais pas, là, quand on lit le livre, c'est vraiment un témoignage direct du génocide et c'est vraiment une histoire saisissante, quoi. Donc surtout quand on habite en Asie, ça vaut le coup de s'intéresser au sujet. Je crois qu'il faut ajouter Le Portail aussi, qui est un livre de François Bizot, qui est un livre absolument remarquable et qui raconte aussi la chute de Phnom Penh. Et lui a été fait prisonnier, ce qui est rarissime, par les Khmer rouges 2 fois, il le raconte. D'accord. Ouais, j'avais noté, c'est sur ma liste de lecture grâce à vous, Le Portail. J'avais déjà noté ça, mais vous faites bien de le rappeler, quoi. Et donc c'est assez extraordinaire que vous arrivez en fait au Cambodge, qui était déjà en guerre comme ça. Enfin, vous avez parlé de l'inconscience de la jeunesse, mais vous avez jamais eu peur, jamais regretté. Comment ça se passait et même votre vie de tous les jours professionnellement, vous arriviez à travailler, avoir une vie relativement normale? Oui, alors c'était assez drôle parce que moi je faisais des cours sur le droit, des cours de droit international. Et ce qui était très drôle, c'est que le thème qui m'avait été demandé de développer devant les étudiants était le droit de la paix.
Donc, le droit de la paix, dans le contexte que je viens de décrire, c'était déjà un sacré comique, clin d'œil. Donc, il y avait en permanence cette situation un peu bizarre. C'est-à-dire, vous me demandez si j'avais peur, bien sûr que tout le monde avait peur, bien sûr que j'avais peur, mais il y avait c'était un monde à part, quoi. C'était une espèce de microcosme où on sentait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Parce que cette situation pouvait pas, cet état de siège ne pouvait pas durer, éternellement. Donc, bien sûr qu'il y avait de la crainte, mais il y avait aussi beaucoup d'excitation. Je pense que quand on est jeune, on se croit, on le voit pas comme ça, on le dit pas comme ça, on s'en rend compte plus tard de quelle folie ça pouvait être. Mais je crois qu'on se croit un peu, la mort, c'est un peu pour les autres. Donc on fait des choses que plus tard, si on les refait, on les fait en pleine conscience. Là, c'était pas le cas. Par exemple, avec un copain médecin, lorsqu'on s'est trouvé bloqué comme quand après la chute de Phnom Penh, les étrangers ont été regroupés, ça aussi, le film dont on a parlé tout à l'heure, ont été regroupés dans l'ambassade de France. Bon, j'ai fait la folie à un moment donné, avec cet ami, de sortir par une porte détournée au moment où l'ambassade, je croyais, ou nous pensions qu'elle n'était pas surveillée. On est parti en ville à pied pour aller voir ce qui s'y passait dans une ville qui était d'ailleurs devenue déserte, mais on voulait voir. Bon, et puis au retour, on s'est fait attraper par les Khmers rouges et qui nous ont, je ne sais toujours pas pourquoi non plus d'ailleurs, sortis d'abord de la ville après X barrages, point de barrage où moi je pensais qu'on allait nous tuer parce que tous les étrangers s'étaient fait attraper, journalistes ou pas, par des Khmers rouges, n'en étaient quasiment jamais revenus. François Bizeux, dont on parlait tout à l'heure, est probablement une des très rares exceptions, sinon la seule. Et puis bon, on a été ramené finalement, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, la Jeep a fait demi-tour, elle nous a ramenés, et à coup de pied, nous a fait sortir de la Jeep. D'ailleurs, même sans coup de pied, on serait sorti assez vite, mais avec tout le long du trajet un revolver sur la tempe, enfin des choses comme ça. Qui était assez incroyable. Donc, oui, bien sûr, on avait peur, mais je crois qu'il y avait aussi autre chose qui me tenait. On en revient un petit peu à cette espèce d'aptitude que l'on peut avoir à voir les choses différemment ou ne pas les voir, je ne sais pas, à certains moments de sa vie, a fortiori dans des périodes troublées, a fortiori le jeune âge aidant. Moi, j'enseignais à une fac, j'enseignais à l'École nationale d'administration et puis à la fac de droit en même temps. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais un des profs, pourtant, je n'avais pas beaucoup de compétences, ou en tout cas, j'étais un tout débutant, mais j'étais un pro, alors que la plupart des cours étaient désertés par les étudiants. Eh bien, les étudiants à mon cours continuaient à venir, même sur le droit de la paix, ce qui faisait, on l'a déjà dit, pouvait faire sourire, mais malgré ça, ils étaient là, ils étaient présents. Et j'ai eu l'impression qu'au moment où on pouvait encore partir quelques semaines avant et être parti, il y avait encore des avions militaires, des Transal qui venaient pour récupérer ceux qui voulaient partir. Moi, je n'ai pas voulu partir. Alors, j'avais cette possibilité. J'ai demandé à être volontaire pour rester parce que je trouvais très injuste que moi, alors que je suis venu au Cambodge en sachant parfaitement qu'il y avait la guerre, je trouvais assez injuste de partir simplement parce que j'avais un passeport français, alors que mes étudiants qui avaient mon âge, certains étaient même plus âgés que moi et certains étaient devenus des gens proches, et puis ce genre de situation, vous l'imaginez, rapproche, eh bien, eux ne pouvaient pas partir. Donc, pour tout ça, je suis resté. Et c'est comme ça que lorsque Phnom Penh est tombé, on s'est retrouvé un petit groupe à être gardé par les Khmers rouges et sans savoir ce qu'il allait faire de nous. On était plusieurs, dont moi, à penser qu'ils allaient nous liquider, puisqu'il n'y avait pas eu de précédent de gens qui étaient relâchés. Et finalement, un mois après, sans bien comprendre pourquoi, on nous a mis dans des camions. Et là, j'ai été dans le dernier convoi. J'ai voulu être dans le dernier camion. Tout ça me paraît un peu, pas bizarre, mais presque héroïque, malgré moi, hein, je précise tout de suite, des années après. Mais j'ai été content de le faire, mais j'ai probablement eu beaucoup de chance. Voilà ce que je peux dire sur cet épisode. Vous avez bien compris aussi que c'est un événement qui a changé beaucoup de choses
dans ma vie, sur la façon peut-être de voir certaines choses, dans la façon de relativiser d'autres événements dans la vie, puisque finalement, qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus grave, sauf la mort, que ce que j'ai décrit, et quand on sait que moi, j'ai eu la chance de passer à travers, mais qu'il y a eu 2 millions de personnes qui sont mortes. Donc, c'est un événement, évidemment, qui a été important pour moi. Et puis, il y a eu aussi, dans ce qui a pu changer le cours de ma vie, ou en tout cas le changer, je ne sais pas, mais l'influencer très fortement, il y a aussi une personne qui a été le docteur Charles Mérieux, que j'ai rencontré d'ailleurs tout de suite au retour du Cambodge, par un concours très heureux de circonstances. J'ai rencontré le docteur Mérieux sans savoir vraiment qui il était, puisque la biologie, la pharmacie, les vaccins n'étaient pas dans mon Rappelez-nous qui spectre. était le docteur Mérieux. Alors, docteur Charles Mérieux a créé l'Institut Mérieux, et l'Institut Mérieux a été pionnier en termes de fabrication de vaccins. Vous avez eu en France très longtemps deux entreprises pharmaceutiques qui fabriquaient des vaccins, l'Institut Pasteur et l'Institut Mérieux. Pour faire court, l'Institut Mérieux est devenu, enfin, en tout cas en termes de structure, sinon pour le reste, est devenu Sanofi. Aujourd'hui, c'est Sanofi qui fabrique des vaccins, mais l'ancêtre, si je puis dire, c'est l'Institut Mérieux. Et Charles Mérieux était quelqu'un d'absolument fascinant, qui est reconnu comme tel par beaucoup de gens qui l'ont rencontré. Venant du Cambodge, je raconte l'épisode que je vous disais tout à l'heure. On devait on devait pas se voir, mais j'étais avec des gens et on devait passer une demi-heure ou une heure ensemble. Et finalement, j'ai passé plusieurs heures avec Charles Mérieux, qui m'a invité et qui a dîné. On a passé une soirée ensemble. Et puis, à la fin de la soirée, il m'a dit, alors, vous allez faire quoi là maintenant, après tout ce que vous m'avez raconté, beaucoup de choses vont vous paraître fades. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, moi, je comptais être avocat, je vais être avocat. Et là, il m'a dit, mais vous allez, mon vieux, vous allez vous ennuyer à mourir. Venez avec moi, il y a une vaccination actuellement. On vient de faire une opération gigantesque et extraordinaire de vaccination au Brésil. Venez avec moi, il y a 1000 choses à faire, il y a tout à créer au Brésil. Venez. Et je dirais que je suis tombé amoureux finalement de cet homme, amoureux et fasciné bien sûr par le personnage. Je me suis donné un petit délai de réflexion parce que je ne savais pas du tout. J'étais quelqu'un de relativement rationnel, et je pense qu'il faut l'être assez souvent, surtout quand on parle de sa vie professionnelle. Mais je crois que là j'ai fait confiance. Je vous interromps une seconde. Mon instinct. Comment? Je vous interromps une seconde parce que il y a beaucoup de personnes comme ça qui nous parlent d'opportunités sur le podcast qu'elles ont pu avoir au fil des rencontres. Et parfois, quand c'est des gens comme vous qui ont de l'expérience, on a presque l'impression que c'était plus facile avant. On a l'impression, vous parlez du Cambodge qui était encore totalement sous-développé, de cette opportunité au Brésil que vous commencez à introduire là. Et est-ce que vous pensez que les temps ont changé avec le recul et que parfois c'était peut-être plus facile il y a peut-être moins de monde à l'expatriation et c'était plus facile de trouver ces opportunités, ou est-ce que ce n'est qu'une impression en fait? Non, je crois que c'est qu'une impression parce que bon, bien sûr, il y a des périodes plus ou moins fastes pour trouver un job, pour trouver un moyen ou un autre avec une entreprise ou seul de s'expatrier. Moi, je crois profondément en la relation humaine. Je crois qu'il y a des moments, il faut suivre un petit peu son instinct, l'impression que l'on peut avoir. Je crois aussi que si vous avez envie de partir, si vous avez envie de faire des choses, si c'est pas simplement l'envie de faire une promenade, hein, évidemment, on parle d'une raison fondée de penser
que l'on peut apprendre en faisant autre chose et en allant à l'étranger, par exemple, il y a mille autres façons. Mais si cette motivation profonde de savoir par quel biais peut-être on peut faire quelque chose, échanger avec les autres, donner, qui est vraiment un échange. Moi, je crois beaucoup à la notion d'échange et c'est l'idée de toute négociation. Et la vie, et moi, je trouve que la vie est une négociation. Vous donnez aux autres en espérant plus ou moins clairement qu'ils vont vous donner aussi. Si vous donnez rien, vous avez rien. Moi, je crois que si vous faites part de cette motivation, il y a un petit peu de chance aussi, bien sûr, mais il ne faut pas louper sa chance. Si vous croisez une personne et que vous pensez qu'elle peut vous aider, une personne ou une situation, si vous savez mettre en avant ce qui est important, et si la personne vous écoute, vous avez les chances. Si elle ne vous écoute pas, de toute façon, c'est que c'est peut-être vous qui n'êtes pas suffisamment pertinent, mais c'est aussi la personne qui ne saura pas vous écouter. Donc, il y a ce jeu permanent, je crois, entre les gens, et encore faut-il avoir envie de jouer. Donc, si vous avez vraiment envie de jouer au bon sens du terme, j'entends. Si vous avez vraiment envie de jouer et que ce jeu, il demeure en vous, et plus vous jouez, plus vous gagnez, sinon vous arrêtez. Tant que vous jouez, c'est finalement que vous gagnez. Eh bien, vous avez envie de continuer. Moi, d'une autre façon, c'est un peu ce que j'ai envie ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le rapport avec les gens, ce qu'on peut leur dire, ce qu'ils vous disent, comment ils réagissent. Et si vous les avez un tout petit peu marqués, et si vous avez la chance que ces gens-là vous ont marqué aussi, vous en faites forcément quelque chose un jour, pour vous ou pour les autres. Mais je crois beaucoup à ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Il y a peut-être des réponses économiques sur des opportunités plus ou moins grandes. Mais vous savez, il y a très longtemps, il y avait aussi peu de gens qui voulaient partir. Il y avait peu de gens qui envoyaient des expatriés pour différentes raisons. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être plus. Aujourd'hui, mettons entre parenthèses la période Covid, et puis peut-être une période qui risque de durer et d'avoir des retombées qui durent un peu. Enfin, disons que sur 50 ans, je crois pas je crois que les chances sont un peu égales et qu'on se crée largement sa chance, mais il ne faut pas décrocher, il faut rencontrer les bonnes personnes. D'accord, très bien, je vous remercie. Et donc, pour revenir, je vous ai interrompu, mais vous nous parliez donc c'est du Brésil, si je ne me trompe pas, vers lequel on se dirige. Ouais. Bah, le Brésil, pour vous donner pour dire quelques mots sur l'épisode brésilien, le Brésil s'est trouvé très rapidement à avoir une épidémie de méningite pour laquelle il n'y avait pas de vaccin ayant une souche appropriée, et il y avait tous les jours des milliers de morts. Il y a eu 2 personnes géniales, comme quoi souvent c'est quand même les individus qui peuvent changer les choses, pour le bien ou hélas parfois pour le mal. Mais il y a eu 2 personnes géniales. Il y a eu une personne qui était un médecin militaire, le médecin général Lapessoni, qui lui avait la clé par ses recherches, par son travail, par sa connaissance du terrain. C'est très important de faire du terrain dans tous les domaines, je crois. Pas uniquement du terrain, mais beaucoup de terrain, ça aide. Il avait, par cette expérience, sa connaissance et ses recherches, la possibilité de mettre au point le vaccin qui vraisemblablement, d'où la part de risque, on prend ou on ne prend pas un risque. Aujourd'hui, on est dans un monde qui ne veut pas prendre beaucoup de risques. On était dans une période encore où certains, peut-être parce qu'ils avaient un pouvoir de décision plus fort, peut-être parce que les contraintes étaient moins grandes et qu'il y avait moins de comptes jusqu'à un certain point à rendre. En tout cas, cette personne sait qu'elle a un vaccin qui peut-être peut sauver la situation. Cette personne est en contact avec le docteur Charles Mérieux. Et Charles Mérieux, là aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'instinct parce qu'il connaissait la Pessoni, mais par ses travaux, par ce qu'il avait fait, mais aussi, je pense, parce qu'il intuitait beaucoup les gens. Moi, je l'ai vu beaucoup fonctionner comme ça. C'est dit, il y a une opportunité, et de toute façon, c'est une chance, peut-être, c'est peut-être la seule chance de sauver ce pays. Et écoutez bien, je vous citerai peu de chiffres dans la discussion qu'on est en train d'avoir, mais écoutez ce chiffre, en 6 mois, ont été vaccinés 90 millions de Brésiliens, dont plusieurs millions en quelques semaines à Sao Paulo. Et la population, qui, je le répète, il y avait tous les jours des milliers de morts pendant plusieurs mois,
eh bien, la population a été totalement sauvée. Il n'y a plus de cas de méningite. Alors, tout à l'heure, je crois que vous parliez de rapprochement avec le Covid. Après, on en pense chacun ce qu'on veut, comme on peut, et c'est toujours très facile de critiquer quand on n'est pas acteur soi-même. Mais je dis simplement que l'histoire que je raconte, elle a quoi? Elle a plus de 40 ans, 45 ans. Euh, il y a 45 ans, il était possible, les vaccins avaient toujours les mêmes contraintes d'être conservés à environ 0 degré. Le Brésil n'était pas un pays moins chaud, moins tropical qu'il ne l'est aujourd'hui. Les transports aériens existaient déjà, etc., etc. Il n'empêche qu'avec un pont aérien, et moi je le sais parce que ça faisait partie de mon travail l'année que j'ai passé, j'ai finalement les yeux fermés, si je puis dire, écouté le docteur Mérieux et je l'ai suivi. C'était un des épisodes les plus fascinants de mon existence. C'était mon travail de suivre en partie cette opération et d'aller toutes les nuits, notamment à l'aéroport, pour voir les containers de vaccins arriver, etc. Ça a été possible il y a 45 ans, ça. Mmh. Voilà, donc après, on en pense chacun ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est que si ça a été fait, et même si les contraintes peuvent être différentes sous plusieurs angles, il n'empêche quand même que si ça a été possible il y a 45 ans, on devrait pouvoir s'en rapprocher aujourd'hui, me semble-t-il. Non, non, vous faites bien de le rappeler. C'est des épisodes qui ont été un peu oubliés par les gens qui les ont pas connus. Donc, non, très, très intéressant. Et donc, Et c'est vrai, c'est assez drôle d'ailleurs, parce oui, que je suis retourné il y a quelques années j'ai travaillé à un moment donné pour le CNRS. Et d'accord. j'ai eu à retourner, j'étais directeur des relations internationales, et j'ai eu à retourner au Brésil pour discuter un accord. Et ce qui était très drôle, c'est que je suis arrivé à l'aéroport à Rio de Janeiro. J'étais pas retourné depuis cet épisode lorsque j'étais au milieu des années 70. Et j'arrive à l'aéroport, une voiture m'attend, me mène à un endroit pour travailler tout de suite dans la foulée, ce pourquoi j'étais venu, et je me retrouve dans un institut qui s'appelle l'Institut Osvaldo Cruz, dans lequel j'avais travaillé à l'époque et dans lequel une grande partie de tout ce qui avait été décision, mise en place des organisations, etc., pour cette vaccination, avait pu se faire. Ça a été déjà une surprise. Et on parlait déjà tout à l'heure d'un clin d'œil de l'histoire. Eh ben, dans ma petite histoire à moi, c'était aussi un clin d'œil. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que l'année où j'avais vécu au Brésil, j'avais appris sur place, parce que j'en avais absolument besoin pour le boulot, et je l'ai appris très vite. Et donc, je n'avais pas non plus trop grand mérite à apprendre le portugais parce que je parlais espagnol. Quand on connaît l'espagnol, c'est assez facile de passer au portugais. Mais bref, le portugais que j'avais appris dans ces conditions et que je n'avais pratiquement plus pratiqué depuis, eh bien, me retrouvant bien des années plus tard à Osvaldo Cruz, d'abord, j'ai une très forte émotion. C'est bien dans la vie de pouvoir encore avoir des émotions, même si elles sont trop fortes. Le portugais, la facilité du moins, à pouvoir m'exprimer en portugais est revenu. Et mon interlocuteur a été tellement surpris, parce que vous imaginez bien que je lui ai quand même parlé immédiatement de cette histoire. Il était trop jeune pour l'avoir, ou il était enfant, pour l'avoir vécu, mais l'histoire l'intéressait d'autant plus que c'était au Brésil. Et il m'a demandé, il était le doyen de l'université, de la fac de médecine, il m'a demandé si j'étais d'accord. Et le lendemain soir, il a fait une réunion de certains étudiants pour que je leur raconte, cette histoire. Mais il m'a dit, il y a une condition, avec le sourire bien sûr, il m'a dit, il y a une condition, c'est que je veux que vous fassiez votre conférence, le mot est prétentieux, mais que les quelques mots que vous allez nous dire de cet épisode, vous le fassiez en portugais. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé des années après, comme quoi on oublie que ce soit en bien et malheureusement parfois en mal, on peut retrouver des sensations et des mots. Des mots, c'est aussi une langue, évidemment, mais une langue bien des années après. Et je profite pour raccrocher parce que je voudrais vous raconter ça. On est peut-être un peu loin du business, mais en termes d'émotion, il y a un article qui a été fait d'ailleurs là-dessus, mais je suis retourné pas plus tard, enfin je suis allé plusieurs fois dans ma vie, évidemment, au Cambodge, je suis retourné plusieurs fois, mais je suis allé l'année dernière, en fin 2019, à une réunion CCE, un symposium qui se tenait à Phnom Penh, et m'a été faite la surprise, parce que
d'être invité par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à passer un moment avec lui. Je ne savais pas pourquoi, parce que je ne savais pas qu'il était au courant de mon histoire dans laquelle j'étais prof à Phnom Penh, etc. Il m'a invité et on a passé un long moment ensemble. Il m'a dit, est-ce que ça vous ferait plaisir de retourner à la fac? Alors j'ai dit oui, mais je crois qu'elle a disparu. Il m'a dit non, il y a encore une aile ancienne. Est-ce que vous avez envie d'aller la voir? Alors j'avais envie d'aller, évidemment que j'en avais envie, même s'il y avait des frissons qui commençaient à me parcourir. On y est allé. Il m'a dit, vous reconnaissez l'amphithéâtre? Il y avait 3 amphithéâtres. Je lui ai dit, écoutez, franchement, il y a si longtemps que non. Peut-être celui dont la porte est devant nous. Et il me dit, ben, rentrez pour voir. Et j'ouvre la porte, je rentre dans cet amphithéâtre. Et là, tonnerre d'applaudissements. Je sais pas, j'étais tellement ému et je suis resté longtemps. Je suis presque encore en vous racontant cette histoire. Il y avait entre 50 et 100 étudiants qui étaient là. Et il me dit, ce que vous avez vécu à Phnom Penh, ce que vous avez connu à Phnom Penh, ils sont évidemment trop jeunes pour l'avoir vécu. Parlez-nous-en un peu. Et je vous jure que je ne sais pas, enfin si je le sais, parce qu'après j'ai vérifié, mais je ne savais pas si je leur avais parlé pendant un quart d'heure ou 1 heure. Ça a été plutôt proche d'1 heure. Et à la fin, j'étais en larmes, les étudiants étaient en larmes aussi. Et j'ai compris que si j'étais en larmes, c'était le souvenir, évidemment, la douleur du souvenir, la douceur aussi du souvenir, c'est forcément mêlé. Mais c'était aussi parce que je voyais dans ces étudiants non pas leurs parents, mais leurs grands-parents qui avaient probablement été mes étudiants et qui avaient forcément disparu, puisque la plupart des étudiants ont été liquidés par les Khmers rouges. Cette espèce de transfert dans mon regard, dans ma tête, que sais-je encore, c'était quelque chose de troublant. Là, c'était un clin d'œil terrible, mais un très gros clin d'œil aussi. Oui, non, vous nous ramenez à l'Asie, où bien sûr encore on attaque juste le début de votre expérience asiatique en fait. Et donc, après le Brésil, pour reprendre le fil chronologique, vous êtes revenu en Asie, dans quel pays, pour faire quoi? Alors, après le Brésil, je suis revenu en France quelque temps. Je suis continué à travailler pour Mérieux. Et puis, Mérieux faisait partie d'un grand groupe chimique et pharmaceutique qui s'appelait Rhône-Poulenc, qui a été splitté en différentes compagnies, mais qui s'occupait de tout ce qui était dans le domaine de la chimie, toutes les activités chimiques, chimie fine, chimie lourde, textile, etc., et pharmacie. Il y a eu une opportunité à ce moment-là par Rhône-Poulenc qui cherchait, qui souhaitait avoir un candidat pour partir et ouvrir le bureau. C'était un job junior, donc il voulait envoyer un junior parce que le risque était faible et à l'époque le potentiel était estimé faible. Il cherchait donc quelqu'un comme responsable de créer pour la création d'un bureau au Vietnam. Et alors, un peu dans les amalgames que font parfois les Français, on se dit, oh, vous avez été au Cambodge, donc le Vietnam, c'est à côté, et puis vous avez vécu, paraît-il, d'après ce qu'on sait, une situation un peu difficile là-bas. Donc le Vietnam, on est en train de parler des années, des tout début des années 80, hein, puisque je suis arrivé, je crois, en 79 au Vietnam. La vie était très difficile. C'était 4-5 ans après la prise de possession par Hanoï de l'ensemble du pays. Donc, c'était un régime extrêmement dur à tous égards. D'abord, quelques années après la fin de la guerre, en fait. Absolument, absolument. Donc, c'était une vie qui était difficile, mais je dirais que c'était un petit peu comme au Cambodge, quoi. C'était compliqué, c'était tordu. Je suis un type droit, mais tordu, donc j'espère que je suis droit, mais je suis sûr que je vais être tordu. Donc ça devrait m'intéresser. Et c'est comme ça que je suis parti au Vietnam. Sauf que Rhône-Poulenc était à l'époque en négociation avec les autorités vietnamiennes parce qu'il n'y avait aucune société occidentale, je dis même pas française, hein, occidentale, installée au Vietnam. Le principe du bureau de représentation n'existait pas du tout à l'époque. Ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Les gens qui ont pris le pouvoir au Vietnam à l'époque n'avaient aucune idée de ce que pouvait être une économie en dehors du système
marxiste-léniniste et très conventionnel, si je puis dire, qui était le leur. Donc, ils ne savaient pas. Donc, on essayait, Ron Poulenc essayait de négocier une joint venture dans le domaine de la santé parce qu'ils avaient encore, dans un vide juridique absolu, il y avait encore une usine pharmaceutique qui avait appartenu à Ron Poulenc qui était sur place. Donc, c'était un peu l'idée aussi d'essayer de récupérer ce que cette société avait déjà eu là-bas. Euh, donc, il a fallu beaucoup de temps pour négocier. Et entre-temps, moi, ayant quitté l'Institut Mérieux, ou ayant été détaché, en tout cas, par l'Institut Mérieux, j'y avais plus de boulot. J'étais détaché pour partir au Vietnam et ça ne se faisait pas. Et ça a duré 2 ans, où il a fallu 2 ans de négociation encore pour que ça se fasse, la joint venture, pour que la joint venture entre Ron Poulenc et le ministère de la Santé du Vietnam, de la très socialiste République du Vietnam se fasse. Et pendant ces 2 années, bien, j'ai passé à peu près une année aux Philippines et une année à Taïwan, comme adjoint, disons. Hein, c'était pas des gros bureaux. C'était une façon noble quant au titre, pardon, de me faire un super stage et de me préparer pour le travail qui chacun l'espérait, si la JV se concluait, ce qui serait mon travail au Vietnam. Donc j'ai vécu à ce moment-là une année d'abord aux Philippines. C'était assez passionnant, mais on dirait un peu, je ne sais pas si j'y vais parce qu'il y a des problèmes ou si j'attire très indirectement des problèmes. Mais aux Philippines, c'était l'époque où Marcos terminait, donc il y a une période de couvre-feu qui était assez difficile. Mais enfin, au niveau du travail, au niveau comment dire, de mon stage, je crois que j'ai appris beaucoup de choses et avec des gens sympas et intéressants. Et puis des Philippines, j'ai passé une petite année aussi, je viens de le dire, à Taïwan au moment où les Américains faisaient un choix drastique entre Taïwan et la Chine populaire. Et c'est le moment où ils avaient choisi la Chine populaire, ce qui fait que Taïwan, craignant très vite dit, craignant d'être envahi par la Chine populaire, avait déclaré la loi martiale au moment où j'y étais. Donc, ça a été encore un épisode assez intéressant, mais ça Ah, ne vous m'a avez pas connu la loi découragé. martiale, d'accord. Parce que je vous parle depuis Taipei à l'instant même et j'ai pas Ouais. connu la loi martiale, j'avoue, mais c'est quelque chose qui revient à toute l'époque de Chiang Kai-shek et la Ouais, terreur ouais. blanche, etc. Enfin, c'est des épisodes qui ont marqué Taïwan et dont on entend souvent Bien sûr. parler et dont on voit même les traces parfois dans des aspects juridiques ou autres. Bien sûr. Encore, il y a des aspects qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, Alors, intéressant de croiser quelqu'un qui l'a connu. ce qui est intéressant, enfin pour moi en tout cas, pour les autres je l'espère, mais en tout cas pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que là on est en train de parler de la fin des années 70. Et comme à l'exception de quelques retours de quelques mois ou une année en France, je suis toujours resté dans cette région, pardon, mais avec toujours des jobs régionaux. J'ai continué les pays dont je viens de parler. Il y en aura d'autres dont on parlera peut-être si le temps le permet. Ça m'a permis de voir l'évolution depuis les années 70 jusqu'à maintenant de l'ensemble de ces pays. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, très spontanément, vos questions viennent en me disant c'était comment Phnom Penh à l'époque. Ben, moi, je suis très, très intéressé d'avoir vu Phnom Penh, mais d'autres endroits dont on vient de parler. Taipei, Saigon devenu Ho Chi Minh, Jakarta, si on en parle, enfin bref, de voir un petit peu ces pays en notre perspective en y étant allé de façon très régulière, en ayant vu l'évolution qui a pu se faire. Et on a pu connaître ça, même les générations suivantes, hein, juste d'avoir connu la Chine il y a 10 ans et aujourd'hui, déjà, les Bien changements sûr, étaient bien tellement sûr, rapides que on absolument, peut imaginer ce que vous avez vécu, mais à une absolument. autre échelle. Vous savez, Charles Berrieux me disait toujours que quoi que, quoi que vous fassiez dans la vie, il y a 3 choses auxquelles vous devez faire attention. Et il a commencé par humour en me disant quand vous serez un vieux, il n'a pas dit vieux con parce il était pas trivial, mais enfin c'est ce que ça voulait dire. Ou plutôt pour pas le devenir trop, il faut que vous continuiez quand l'âge arrivera à voir beaucoup de jeunes
parce que sinon vous aurez une idée sclérosée et qui de façon datera sur beaucoup de sujets et sur beaucoup de choses. Donc continuez à fréquenter autant que vous le pouvez beaucoup de jeunes. Alors j'écoute mon maître, si je puis dire. C'est peut-être le club veilleux qui m'aide aussi et je leur suis reconnaissant, mais c'était une de ses suggestions, un de ses conseils. Alors, tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour beaucoup, vous êtes suffisamment jeunes, mais n'oubliez pas, je crois que c'est un peu vrai, je ne présage pas d'être devenu ou de devenir un vieux CON ou pas, mais enfin, disons que peut-être ça a un peu ralenti le phénomène, je l'espère. Et puis, il m'a surtout dit, et ça c'est plus sérieux, qu'il fallait dans tout projet essayer de voir grand, quitte à diminuer un petit peu la voilure après, mais quand on envisage un projet, eh bien, essayer de devenir le meilleur, le plus grand, le plus fort, même si on n'y arrive pas à chaque fois. Il faut essayer, parce que si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et puis surtout de voir loin, et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire voir en perspective ce que peut devenir une situation, ce que peuvent devenir des pays, des entreprises, des productions, des technologies qui vont rester ou pas rester. Et ça, ce sont des conseils extrêmement précieux que j'ai essayé de garder. Ça m'est, encore une fois, je veux rester tout à fait humble et dire que ça, je ne sais pas si j'y suis arrivé, en tout cas pas forcément tout le temps et peut-être souvent pas du tout, mais en tout cas c'était important de le savoir et d'essayer de continuer à l'appliquer. D'accord, très bien. Et vous avez tout à fait raison. Et pour revenir, on en était sur le Vietnam et donc la création d'une JV, Oui. donc une des premières, enfin vous dites la première entreprise étrangère à créer une JV sur le pays. Donc c'était un business qui représentait une part conséquente de l'activité économique vietnamienne à l'époque, si je me trompe pas. Et comment ça se passait? Je veux dire, enfin, j'imagine que bon, déjà il y avait sûrement une barrière de la langue au Vietnam et même des barrières culturelles. Ne serait-ce que même de faire face à une administration communiste, peut-être un peu archaïque. Enfin, comment ça se passait? Alors, barrière de la langue, pas du tout. Alors, D'accord. pourquoi? Parce Grâce au que, français, peut-être. oui, mais surtout parce que, à la différence, ou à peu près avec le Vietnam d'aujourd'hui, à l'époque, il était interdit de fréquenter des Vietnamiens en dehors du travail. D'accord. Bon, alors moi, je m'étais débrouillé, j'étais le seul à être arrivé à avoir ça. On n'était pas nombreux, donc c'était plus facile d'être le seul. Enfin, quand même, à avoir une maison. En ayant une maison et en ayant des bonnes relations avec le gardien de la maison, point de suspension, il était possible de recevoir dans la grande discrétion, dans la plus grande discrétion et n'en parlant pas, même si finalement on savait très bien que la police savait beaucoup de choses. On pouvait quand même recevoir des gens et parler et savoir un petit peu ce qui se passait, d'autant plus que les Vietnamiens étaient très demandeurs parce que c'était la pleine période aussi qui continuait des boat people notamment. Et donc ces gens-là essayaient de trouver des moyens pour partir et essayer d'établir des relations avec les étrangers. Et il y avait tellement peu d'occidentaux que vous étiez évidemment facilement la cible de beaucoup de gens qui voulaient vous faire passer une lettre ou que sais-je encore. Mmh. Donc, dans le travail, c'était soit le français, parce qu'il y avait toujours des interprètes dès lors que vous étiez étranger, ou l'anglais, mais il n'y avait théoriquement pas ce problème. Et les gens que l'on voyait en douce, s'ils venaient vous voir, c'était de toute façon parce qu'ils parlaient ou français ou anglais, bien entendu. Il y avait beaucoup de Russes à l'époque et je connaissais quelques Russes aussi à titre personnel, mais je ne les ai jamais entendus être, comme pouvaient l'être les Occidentaux, gênés ou parasités par des Français qui voulaient absolument les voir. Bon, donc ça c'était encore une aptitude forte que pouvaient avoir les Français de créer encore ce lien parfois malgré eux. Maintenant, au niveau du travail, c'est vrai que fondamentalement, les contacts que l'on avait ne pouvaient être qu'avec des centrales d'achat et donc avec des organismes très impersonnels. Et on revient, quand je vous dis ça, vous pouvez vous en tenir à ce constat et dire, bon, bah, les centrales me contactent quand elles ont besoin de quelque chose.
sinon, j'attends. Et là, je peux vous dire que vous alliez attendre longtemps parce que finalement, ce qui était assez évident, c'était ce qui, à mon avis, a expliqué d'ailleurs que pour une opération qui était financièrement, économiquement parlant, extrêmement modeste au début, ça explique que les autorités vietnamiennes aient mis autant d'années à finalement faire un contrat avec Ron Poulenc. C'est que ce qui intéressait les autorités vietnamiennes, c'était plus d'avoir une petite vitrine d'un accord qui avait été fait que véritablement un accord de coopération avec une grande entreprise qui allait leur donner, dans certains domaines, des facilités qu'ils n'avaient pas jusque-là. Donc, moi, j'étais plus considéré, à mon avis, par les autorités comme une marionnette qui était là, comme le nom de la société, mais surtout, moins vous en faites et mieux c'est, mais on a fait un accord avec une grande entreprise française. Donc moi, évidemment, ça ne pouvait pas me satisfaire, et on était d'ailleurs Ron Poulenc qui n'était pas là pour ça. Hein. Donc mon travail, je reviens à ce que je vous disais au tout début de notre conversation, eh bien mon travail, c'était en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait, c'était d'arriver, ce n'était pas évident dans le contexte policier que vous imaginez, d'arriver un à un, une à une, à pouvoir créer un relationnel avec les gens des centrales, d'abord voir quels sont les décideurs dans les centrales d'achat, créer un contact avec eux, être très présent en les assiégeant, si je puis dire, par des courriers quand il n'y avait pas de réponse. Et en général, il n'y en avait pas parce qu'ils n'aimaient pas écrire, parce qu'écrire, c'est prendre une responsabilité parce que vous écrivez et vous signez. Donc, c'était arrivé à créer un relationnel par différents moyens qui permettent d'avoir un dialogue ou en tout cas d'avoir des informations que vous pouviez réutiliser et faire une offre comme par hasard au bon moment alors qu'on vous a rien demandé. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important d'arriver. On n'y serait probablement pas. Et de lire un peu entre les lignes. Enfin, là vous nous le résumez, mais j'imagine qu'on ne vous a pas donné un manuel d'emploi, quoi. Il a fallu un peu tâtonner. Non, pas vraiment, non. Comment ça marchait. Pas vraiment. Alors vous tombez, quand vous faites ça, vous tombez sur une double difficulté. La première, c'est de créer ce relationnel. C'est quand même assez spécial. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez des opportunités qui sont un peu plus compliquées que simplement la vente d'un produit avec une lettre de crédit, etc. Et voilà, et c'est tout. Vous avez parfois à expliquer à votre siège social un certain nombre d'opérations. Et le siège social ne comprend pas pourquoi des propositions qui ont été faites pendant un certain temps n'ont pas été retenues, et puis d'un coup ça se débloque, mais alors pourquoi? Et ça c'est assez compliqué parce que c'est évidemment, ce que je viens de vous décrire, c'est évidemment pas une méthode de management conventionnelle. Alors c'est très drôle parce que à un moment donné, après le Vietnam, je suis parti après le Vietnam, pardon. Et avant de repartir, en l'occurrence en Indonésie, j'ai passé 2 petites années à Paris. Et à Paris, on m'a proposé de travailler chez Ron Poulenc dans un service qui se voulait un peu l'élite des futurs cadres dirigeants. Donc j'étais très flatté, mais je craignais un peu de m'ennuyer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, qui s'appelait stratégie et planification. Et évidemment, la stratégie qui est développée ou qui est en vogue, qui est plus, sinon en vogue. La stratégie à laquelle vous frottez, c'est évidemment pas une stratégie de relation dont je vous ai parlé avant, et c'est avec une planification. Stratégie et planification. La planification n'est pas exactement la planification au sens socialiste que l'a pratiqué le Vietnam, tant est qu'il en ait véritablement pratiqué une dans ses relations avec Ron Poulenc. Donc moi, au bout d'un an, j'ai appelé ce service un peu haut et fort stratégie et mortification. Alors je sais pas
si c'est ça qui a déclenché la chose, tant mieux si tel est le cas. Mais assez rapidement, on m'a proposé d'aller en Indonésie. D'accord, très bien. Et ça me faisait penser, l'épisode sur le Vietnam et la communication avec le siège. On a eu par exemple un épisode récent que j'ai beaucoup aimé de Frédéric, qui a créé la marque Nivose en Chine, et qui nous expliquait comment il a démarré le sourcing en Chine avec un bottin et un fax. Et c'est vrai que moi qui ne suis dans la région que depuis une quinzaine d'années, ça m'a surpris, j'ai pas connu ça. Comment est-ce que vous avez pu connaître l'évolution des télécommunications et de travailler avec des sièges à distance depuis l'Asie? Comment ça a évolué en revenant au tout début? Je sais même pas comment au Vietnam ou au Cambodge ça pouvait se passer à l'époque. Alors, au Vietnam, les 2 premières années où j'y étais, donc début des années 80, il n'y avait rien pour communiquer en dehors du téléphone et du courrier par la valise diplomatique une fois par semaine. Le téléphone, c'était horrible, on essayait de l'éviter tellement c'était mauvais. Donc ça a été les 2 premières années. Donc là, c'était un peu effectivement l'âge de pierre. On attendait la valise diplomatique qui arrivait chaque jeudi pour avoir du courrier à l'intérieur, enfin l'espérant qu'il y avait du courrier. Et quand vous n'aviez pas la réponse à ce que vous vouliez, il fallait attendre et espérer que vous l'auriez la semaine suivante, puisque vous aviez tout préparé pour que quand l'avion repartait le lendemain, il y avait un vol par semaine. Eh bien, votre courrier, par la même valise diplomatique, reparte vers Paris et soit dispatché aux entreprises auxquelles vous écriviez. Donc, ça a été pendant 2 années. Ensuite, ça va vous paraître, ça paraît drôle aujourd'hui, mais il y a eu comment ça s'appelle, un téléx qui a été installé dans un des hôtels et ouvert aux clients de l'hôtel. Donc, je me suis débrouillé pour qu'on devienne soi-disant client de l'hôtel, soi-disant parce que on n'allait pas louer une chambre 365 nuits par an pour avoir droit au téléx. Donc un téléx qui est l'ancêtre du fax, c'est ça? C'est une sorte de Ouais, c'est ça. machine Ouais, à écrire, fax. On tape comme voilà, c'est ça. Et je m'étais arrangé avec les gens qui s'en occupaient pour qu'on puisse aller au téléx. Et sur le téléx, vous pouviez échanger en ligne, comme aujourd'hui sur un WhatsApp, quoi, si je puis dire. Donc, on pouvait chatter sur un téléx. Vous envoyez votre message écrit. Et ça sortait sur du papier. Écrit, il faut que ce soit écrit. Vous l'envoyez écrit, vous avez un retour, vous le faites, etc. Donc, on avait quelques planches horaires, ça coupait, ça reprenait, etc. Mais on a été les premiers, par ce biais-là, à pouvoir enfin communiquer d'une façon un peu meilleure. Puis après, si vous voulez, après les choses se passent, c'est pas du jour au lendemain où vraiment que vous avez après d'autres moyens de communication. Hein. Donc les choses se sont faites après, heureusement, progressivement. Mais c'est vrai, ça paraît assez incroyable parce qu'on a l'impression que c'était il y a des centaines d'années, c'était pas non plus il y a si longtemps qu'on travaillait de cette façon-là et qu'il y avait des délais et qu'on acceptait parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir à attendre plusieurs jours pour une réponse ou voire une semaine en l'occurrence. Donc c'était effectivement une autre façon de travailler. Non, les temps ont changé. Donc, je vous ai interrompu, mais donc on est arrivé à l'Indonésie, si je ne me trompe pas. Oui, alors si on fait ça, dans la vous voulez, il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, et on n'a pas encore parlé du Japon, donc je vais se diriger aller au plus intéressant. Allez-y. Bon, écoutez, l'Indonésie, on va faire vite sur l'Indonésie. C'était après donc la stratégie et la mortification, l'Indonésie, donc ça pouvait être pas forcément meilleur en termes de stratégie, mais par contre, là, on a enrayé totalement la mortification. Donc, c'était très bien pour moi. J'y suis allé à une époque où Ron Poulenc faisait un certain nombre de rachats d'entreprises, soit par des mergers, soit par des acquisitions, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'agrochimie. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est une chose que je ne savais pas faire et j'ai beaucoup appris dans ce contexte-là en participant à des négociations dans ce sens. Et puis après, en mettant les choses en place et aussi en apprenant ce que c'était non pas simplement les relations humaines au sens où je l'ai dit tout à l'heure, mais les ressources humaines, leur direction et puis
comment faire de nouvelles embauches et malheureusement parfois débaucher lorsqu'il peut y avoir des doublons du fait des acquisitions. Donc c'est un pays où j'ai appris beaucoup de choses, mais quand même dans un pays qui est un peu le système D, et dans un pays où la relation humaine, avec tout ce qu'elle comprend, point de suspension, eh bien, est quand même assez complexe et voire même dangereuse d'une certaine façon, dès lors qu'il peut y avoir des rivalités. Voilà, donc c'était je dirais que c'était pour moi un passage intéressant, parce que l'Indonésie, on va pas passer beaucoup de temps maintenant, mais évidemment, mais c'est aussi un pays qui est très intéressant, avec une culture très particulière, un pays musulman. On a aussi beaucoup de choses évidemment à dire par rapport à ça. J'entends en perspective dans les 30 ou 40 dernières années, mais c'est un pays qui est aussi passionnant, avec un potentiel énorme, mais tout y est et continue à y être extrêmement compliqué, parce qu'il y a des paradoxes entre quelque chose d'un pays très, très moderne par certains côtés, et par ailleurs extrêmement archaïque et dans un état de sous-développement dans beaucoup d'endroits encore du pays, assez dramatique. Voilà, alors 270 millions d'habitants, il faut toujours rappeler la population de l'Indonésie. Je pense que tout le monde ne le sait pas en France, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est un pays qui risque de compter quand même à l'avenir. Absolument, absolument. Alors, et donc, après l'Indonésie, allez-y, dites-moi où est-ce qu'on va. Alors, après avoir fait un peu tous les pays, être allé dans tous les pays dont on a parlé, je me suis dit, j'ai 40 ans, à la fin de l'Indonésie, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je pense à travailler dans des structures un peu plus normales, avec des vraies méthodes de management, avec des suivis financiers plus sérieux. Enfin bon. Ça, c'est ce qu'on se dit avant d'avoir fait. Après, on regrette. Oui, peut-être. C'est bien de commencer sa carrière par ça pour savoir. Voilà. Alors, on m'a proposé, qui correspondait tout à fait à ce qu'on vient de dire, on m'a proposé certaines choses en France. J'étais quand même assez, comment dire, j'avais quand même les yeux assez ouverts pour me dire que je risquais effectivement peut-être de m'ennuyer assez vite, et que c'était pas garanti, une fois que je serais dans une structure, même si elle est à vocation forcément internationale, mais dans une vraie structure d'importance en France, est-ce qu'après, à différents égards, je repartirais, il n'y a rien de moins sûr, ou est-ce que je pourrais repartir, il n'y avait rien de moins sûr. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir faire autre chose, c'était de ne pas rentrer. Donc, j'ai cherché en me disant, il faut quand même que j'apprenne tout ce qu'on a dit précédemment, des méthodes plus conventionnelles, mais ce serait mieux que ce soit ailleurs. Et là on est en train de parler du début des années 90. Le modèle déclinant commence à décliner peut-être, mais le modèle était quand même le Japon. Et en Asie, dans des pays qui n'étaient pas trop système D et pas trop cow-boy, c'était clairement le Japon qui se dégageait. Donc j'ai voulu aller au Japon, mais comme j'y étais allé un peu en me promenant, si je puis dire, ou lors de réunions professionnelles, mais enfin sans bien connaître, mais quand même en ayant quelques idées qu'on peut récupérer ça et là en se promenant dans un pays, me semblait bien que le niveau des Japonais en anglais était pas bon, et que travailler au Japon en ne sachant rien en japonais, c'était sûrement possible, je connais des gens qui ont réussi sans parler japonais, mais enfin, c'était quand même probablement mieux de parler japonais. Donc, j'ai eu une opportunité d'aller au Japon, mais j'ai eu la chance que ce soit accepté, sinon je n'y serais peut-être pas allé d'ailleurs, mais j'ai mis en avant l'idée d'apprendre le japonais. Il y avait un concours qui était organisé par l'Union européenne, un très bon programme qui s'appelait ETP, Executive Training Program, qui a duré une trentaine d'années, qui s'est arrêté il y a d'ailleurs pas très longtemps, et qui vous permet, il y avait un concours, et si vous aviez ce concours, eh bien vous pouviez, pendant 18 mois, il fallait évidemment que l'entreprise soit d'accord et qu'elle ait un projet au Japon. Si tel était le cas, pendant 18 mois, vous ne deviez pas, et vous ne pouviez pas d'ailleurs travailler, puisque vous passiez tout votre temps
à étudier de façon extrêmement dure, hein, avec des résultats chaque semaine envoyés à l'entreprise, etc. Donc, vous pouviez partir au Japon. Et bon, j'ai eu la chance d'être retenu à ce concours et je suis donc parti au Japon. Redevenant étudiant, j'ai cru que j'allais devenir étudiant et je suis devenu un forçat parce que le japonais en 18 mois, c'est le bagne. Et c'est pas facile de redevenir étudiant, quoi. Surtout pour apprendre des langues comme ça. Moi, Oui, j'ai oui, fait en la même plus. chose avec le chinois et c'est vrai que c'est. On se dit Et que ça voilà. va être, Bon. on se dit que ça va être sympa, puis on réalise qu'on n'utilise pas tant son cerveau que ça en fait quand on travaille, quand on est étudiant. C'est comme une purge. Moi, j'ai vécu ça comme une purge. C'est-à-dire, on lit bien après, mais bon. Euh, donc, pendant 18 mois, j'ai appris le japonais. Et là, je me suis rendu compte qu'après l'étude de cette façon du japonais, qu'il fallait que je pouvais m'adresser peut-être à l'empereur, entre guillemets, mais par contre, quotidien, le taxi, etc., personne ne comprenait ce que je disais, je ne comprenais pas beaucoup. Donc, je m'y suis quand même remis de façon plus sérieuse, j'allais dire à la brésilienne ou à la portugaise, comme vous voulez, pour pouvoir me débrouiller. Mais c'est sûr qu'en ayant fait 18 mois de façon moi, j'aime beaucoup pour apprendre les langues, passer par la grammaire, etc. Donc, j'avais quand même les bases et ça m'a considérablement aidé et pour apprendre, pour pouvoir parler japonais quand même peu de temps après, correctement et j'espère, et le comprendre. Et puis, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail parce que on a peu parlé de l'aspect double dans les sociétés asiatiques de ce qu'on montre, ce qu'on cache, ce qu'il ne faut pas montrer, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Il y a même en japonais des mots très précis pour expliquer ça. Mais on a peu évoqué ça jusqu'à maintenant. Mais au Japon, c'est extrêmement important et je me suis rendu compte que quand, par exemple, je faisais des interviews, pas seulement, mais pour vous donner un exemple, quand je faisais des interviews d'embauche, j'en fais encore des fois pour donner un coup de main à quelques entreprises, le candidat japonais qui vient, il veut, pour peu qu'il parle un tout petit peu anglais, il pense que puisque vous êtes étranger, il va essayer quand même de vous dire quelques mots en anglais. Bon, ça part d'une bonne intention, mais d'abord, vous vous rendez compte très vite, souvent, alors pas toujours évidemment, mais que souvent, il ne peut pas dire grand-chose en anglais. Mais ce qui est plus important peut-être, c'est que même lorsqu'il peut vous dire des choses en anglais, il ne va absolument pas vous dire les mêmes choses, qu'il va s'en tenir à des lieux communs, à des clichés, sur lui, sur vous, sur comment il appréhende la façon les entreprises étrangères, si par chance il accepte de devenir un tout petit peu conceptuel, ce qui est rare. Mais par contre, bon, donc moi j'ai toujours laissé comme ça, laisser parler la personne, je l'écoute. D'abord, ça me permet aussi de jauger son niveau d'anglais, de voir un petit peu ce qu'il peut me dire. Et puis, quand ça suffit, au bout de quelques minutes ou un peu plus, je passe au japonais. Alors déjà, il y a un effet de surprise très fort parce que celui qui vient, il ne sait pas forcément que je peux parler japonais. Et donc, ça crée un petit électrochoc. Et puis, surtout, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ce qu'il me raconte en japonais n'a plus rien à voir avec ce qu'il essayait maladroitement de me dire en anglais. Ce n'est pas forcément plus intéressant ou moins intéressant, mais c'est davantage. Et là, vous avez une possibilité de pénétrer, de pénétrer dans ce qu'il veut vous dire, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il aimerait faire et qu'il ne sait pas vous exprimer. Et puis, vous avez surtout la possibilité de voir est-ce qu'il est là un peu par erreur, il n'a pas bien compris ce qu'on voulait, et vous, vous êtes un peu trompé en acceptant de le recevoir parce qu'il n'est vraiment pas le candidat qu'il faut. Ou, heureusement, parfois, l'inverse. Mais là, l'aspect linguistique est quand même extrêmement important parce que, au-delà de la langue, comme pour toute langue, ça véhicule quand même ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire et une certaine approche dans le contact qu'on peut avoir qu'ont les Japonais avec les autres, a fortiori évidemment avec des étrangers. Donc l'importance de parler la langue, même pour des Japonais qui parleraient bien anglais, pour vraiment les toucher au cœur, vraiment les comprendre, il faut aussi parler la langue, c'est ça? Ça aide considérablement pour pas... Oui, considérablement parce qu'on ne vous dit pas la même chose. Moi, j'ai toujours travaillé dans les quelques jobs que j'ai pu avoir au Japon. J'ai toujours, très peu de temps après avoir pris mon poste, créé un tandem.
C'est-à-dire que j'avais toujours, bon, ok, j'étais le décideur, j'étais euh, comment dire, le responsable de la filiale ou de la région, ou peu importe le titre, mais j'étais le patron de cette unité. Je voulais avoir avec moi absolument un japonais. Mhm. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui disent non, ben, je prends des gens bien au-dessous, ils sont japonais, moi je suis le patron, etc. Je crois qu'il faut avoir immédiatement quelqu'un à côté qui soit japonais. Parce que quand c'est un japonais évidemment de valeur, mais euh, lui, quand il va rencontrer les contacts japonais, des clients japonais, euh, on va lui dire à lui, japonais, des choses qu'on ne me dira jamais à moi, étranger. Mais les mêmes japonais vont probablement me dire aussi à moi, étranger, des choses qu'ils ne lui diront jamais à lui. Ce qui fait que souvent, c'est un peu comme un puzzle, hein, Mhm. et ensemble, on recompose un petit peu les situations. Et souvent, ça donne une information qui n'est pas toujours facile à obtenir au Japon, pour bien des raisons. Une information qui est plus riche et peut-être, j'espère, plus fiable. D'accord, ok. Parce que j'imagine, enfin, pour faire on commence à découvrir le Japon avec ce podcast, et moi-même, je connais un peu le Japon personnellement, mais pas tellement professionnellement, et donc j'analyse un peu souvent de par mon expérience plus sur la Chine, et donc c'est un peu aussi la guerre de l'information quelque part. On est aussi sur une culture bien moins transparente que nos cultures occidentales. Et il faut vraiment aller chercher l'information. Vous le confirmez? Oui, l'information, elle est pas donnée. Alors, je passe évidemment sur l'aspect linguistique qui, pour beaucoup, facilite pas les choses. Si vous avez toutes les données qui sont en japonais, bon, ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, euh, donner, pour les Japonais, donner une information, c'est un peu une part de responsabilité. Et puis, c'est figer un élément dans le temps. Moi, je le vois en ce moment, pour bien des raisons. Je, je suis très intéressé, comme beaucoup, par ce qui se passe concernant le Covid et la façon de donner l'information, simplement pour qu'on soit informé, hein, au premier chef, mais sur le Covid. C'est-à-dire que vous avez d'abord relativement peu d'informations. Si vous mettez une chaîne de télévision, vous allez avoir des informations, mais on va vous expliquer qu'à Nagoya, il y a tant de cas, qu'à Tokyo, il y en a tant, que là, qu'à Osaka, il y a eu tant de personnes qui avaient tel âge. Donc vous avez un puzzle avec tellement de pièces que vous n'avez jamais arrivé à avoir dans l'instant une vision relativement synthétique de la situation en vous disant ça va mieux, ça va pas mieux. Bon. Et puis en même temps, ce qui vous est donné comme information, c'est parfois même contradictoire. C'est-à-dire que depuis quelques jours, le nombre de cas a baissé considérablement euh, à Tokyo. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous vous dites, ah, bah, c'est très bien, on va voir un peu comment c'est expliqué. Alors, on va vous dire qu'effectivement, il y a moins de cas à Tokyo, sans vous dire pour autant, donc il faut aller chercher soi-même l'information ailleurs, combien de personnes ont été testées, parce que s'il y en a moins hier, mais qu'ils ont testé 3 ou 4 fois moins que d'habitude, le chiffre n'est pas fort significatif. Hein. Bon. Mhm. Mais il faut que vous alliez chercher l'information. Donc, il y a une bonne nouvelle, mais au lieu simplement de vous donner, de vous étayer la bonne nouvelle, et parfois elle peut être bonne, on va vous dire aussitôt, oui, mais par contre, il y a eu beaucoup plus de gens âgés qui sont morts, donc on continue à avoir un embouteillage des hôpitaux. Donc, vous avez cette espèce d'ambiguïté où vous ne savez pas si la situation est plutôt en train de s'améliorer ou pas. Ou bien on va vous dire, oui, les choses vont mieux, mais l'état d'urgence qui est censé s'arrêter le 7 mars ici va probablement être reconduit. Alors, vous dites, je ne comprends pas, ça va mieux, mais jusqu'à quel point ça va mieux? Peut-être que ça ne va pas mieux et que c'est pour ça qu'il continue l'état d'urgence. Donc vous avez sans arrêt, là c'est pour vous donner un exemple un peu plus comment dire, contemporain ou Mhm. actuel, pardon, de la situation. Mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Vous avez sans arrêt le blanc, le noir, une couleur intermédiaire, et finalement, vous avez écouté une information, vous avez parlé avec des gens,
ils vous ont décrit largement ce qui était noir. C'est plutôt noir. Mais ils vont vous parler aussi beaucoup de ce qui est blanc. Alors, c'est plutôt blanc. Et puis, finalement, il va y avoir une espèce de truc au milieu que vous allez décider être le milieu. Donc, il y a cette difficulté, selon moi, à percer un peu les informations de façon générale. L'autre aspect des choses, plus directement dans l'entreprise, c'est qu'il ne faut pas trop croire à la vertu des réunions où on met tout le monde autour d'une table. C'est assez standard ce que je dis, mais je vois encore beaucoup de gens qui font ça en utilisant des méthodes qui ne sont pas du tout celles qui sont en vigueur au Japon, ou en tout cas qui conviennent aux Japonais, parce qu'il ne sait pas comme ça qu'il s'ouvre et qu'il parle spontanément et qu'ils aident à la décision. C'est la grande réunion où vous avez tout le monde autour de la table, en général, il faut la faire, mais il faut la faire pour que vous donniez la décision Quand qui tout est peut décidé, être, pardon, c'est peut pas le être lieu d'échange. la résultante des relations bilatérales que vous aurez eues avec les personnes importantes de votre société. Ça veut dire que, je veux Enfin, juste pour ajouter, témoigner, ouais, excusez-moi, allez-y. non, pardon. Je veux juste ajouter que le Japon est un time consuming, parce que là où vous diriez, je fais une réunion de 2 heures avec tout le monde et on arrive à une décision, si vous n'avez pas fait X réunion d'une demi-heure à 1 heure avec les 6 personnes que vous allez retrouver après dans la grande réunion, eh bien, votre réunion, elle marchera pas bien et le résultat final sera pas accepté, parce que c'est pas une réunion où il y a tout le monde, que chacun va s'exprimer, d'abord par crainte de ce que vont penser les autres, a fortiori devant son patron. Pour juste Pardon, témoigner excusez-moi, je sur vous ai mon coupé nom, plusieurs fois je dans vos voulais, questions, pardon. je voulais juste corroborer sur ces propos où, par rapport à mon expérience chinoise, où j'ai eu la chance, ou peut-être même la malchance, ça peut se discuter, d'être vraiment en immersion dans une entreprise chinoise à Xi'an en plus, donc vraiment au fin Ah fond de oui, la Chine, très traditionnelle, une entreprise industrielle, qui était une JV, mais donc voilà, j'étais quand même bien loti, mais j'étais le représentant d'une JV dans une usine. Et c'est vrai que le staff qui était totalement chinois, le patron de l'usine était chinois. Il y avait le côté hiérarchique écrasant de la hiérarchie chinoise. Et pendant les réunions, le patron parlait. Il y avait très peu d'échanges d'informations. On avait l'impression que les managers étaient écrasés par l'autorité du patron et ne disaient quasiment rien. Mais en fait, c'est ça que j'ai compris au bout d'un moment, c'est qu'en fait, les échanges s'étaient faits avant et la réunion n'était là que pour entériner et partager l'information, mais tout avait déjà été décidé. Donc, c'est assez différent de la méthode occidentale, quoi. Donc, c'est important de le souligner. bien sûr, absolument. Et donc, le Japon, quelque part, donc c'est un peu votre pays de choix. Après avoir bourlingué à travers toute l'Asie et le monde, vous avez décidé de vous poser au Japon. Donc, pourquoi et d'y rester, quoi. Vous êtes maintenant vraiment. Vous êtes au Japon depuis combien d'années et pourquoi ce choix? Alors, j'y suis en 2 séjours, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années, mais en 2 fois. Je suis revenu au Japon il y a quoi? Il y a 7-8 ans. Je n'ai pas tout fait pour revenir au Japon, mais il y avait une logique après l'Inde à ce que, par le même biais, il y ait des choses à faire au Japon et que j'y revienne. Donc au total, je sais pas, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années, mais en 2 séjours, et c'était pas mal qu'il y ait une cassure de 10 ans au milieu, parce que ça m'a permis de voir ce qui change et puis aussi des choses qui ne changent absolument pas. Alors pourquoi le Japon? Parce que d'abord parce que je m'y sens bien et que tous les jours, je me demande un peu pourquoi je m'y sens bien, et je me demande qu'est-ce qui me plaît au Japon. Et beaucoup de choses me plaisent, mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal en réalité à savoir pourquoi j'aime profondément ce pays, pourquoi je m'y sens bien. Euh, alors, je le prends un peu à contrario. Je me dis, et si j'étais ailleurs et où, qu'est-ce que j'aurais de plus? Et la réponse, c'est invariablement, je n'aurais rien de plus. Alors, ça ne veut pas dire que je vais forcément passer toute ma vie qui me reste au Japon, mais peut-être qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, j'aurais peut-être envie d'aller ailleurs, et cet ailleurs serait peut-être aussi la France, parce que ça fait un certain temps que j'ai envie de voir aussi un petit peu comment c'est plus au quotidien, peu importe. En tout cas, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais je dirais que on a fait un peu, on a parlé de beaucoup de pays. Je regarde ceux qui m'ont vraiment marqué. Pourquoi? Le Cambodge, c'est un pays qui m'a pris aux tripes. Bon,
Et, mais y retourner et y vivre, je pense que ça a été une période pour moi. Mais c'est un pays dans les pays que j'aime profondément, si ça veut dire quelque chose, d'aimer profondément un pays, il y a le Cambodge. Bon, on en a parlé, on sait pourquoi. Il y a le Vietnam parce qu'il y avait un jeu incessant avec les Vietnamiens qui au-delà, et ça c'est extraordinaire, d'arriver à passer au-delà des structures rigides qu'impose forcément le régime choisi même aujourd'hui, en grande partie en tout cas, passer au-delà et toucher l'esprit des gens qui, pour beaucoup, sont très fins, très cultivés, ils ne montrent pas forcément, sauf au moment où vous y attendez pas, et ça c'est quand même très fort. Donc c'est un pays où il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de choses qui me plaisent et qui m'intéressent dans ce pays. Voilà, donc c'est un pays aussi que pour ces raisons, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a le Japon, probablement parce que d'abord il y a un mode de vie qui est, à partir du moment où vous avez fait votre environnement, il y a un mode de vie pardon, qui est agréable, qui semble assez pérenne. Je, euh, Aussi parce qu'évidemment, à force des années, je me suis fait un tissu social qui m'aide dans les quelques activités qui m'importent et que je continue de mener. Je m'y suis fait aussi des amis et ce n'est pas qu'une formule parce que c'est difficile, ça prend du temps et c'est pas sur les mêmes bases. Ça demanderait un long développement peut-être, mais c'est pas sur les mêmes bases que l'amitié existe à mon avis avec les Japonais par rapport à l'amitié qui peut exister avec des Occidentaux a fortiori bien sûr. Mais il y a ce lien très fort. Un de mes meilleurs amis est un Japonais et que je n'ai pas connu au Japon, que j'ai connu comme étudiant. Et on a continué à garder des liens. Et puis quelques autres à travers les années, ou des gens que j'ai perdu de vue et qui, sachant que j'étais revenu au Japon, m'ont fait signe et m'ont montré des signes certains d'amitié très, très touchants. Donc il y a peut-être que j'ai pas besoin non plus d'avoir des très grandes raisons philosophiques, idéologiques ou autres pour aimer le Japon, même si je souscris à énormément de choses qui se passent ici. J'en vois aussi les travers, mais je dirais qu'à partir du moment, c'est un peu comme la vie avec la vie au quotidien avec différentes personnes. À partir du moment où on a bien cerné les qualités de certains et ce que l'on estime, à tort ou à raison, être défauts, eh bien, des défauts, on sait très bien, on sait mieux comment faire. Il y a un modus vivendi qui peut être agréable. Il faut évidemment qu'il y ait plus de qualité, pardon, que de défauts. Mais dès lors qu'on a trouvé ce modus vivendi, qu'on est accepté, je trouve aussi qu'il y a un très grand respect ici pour l'expérience, euh, qu'il y a une volonté de certains d'écouter, de prendre conseil, et on retombe sur les gens, sur l'échange. Et les Japonais, a priori, selon moi, en Asie, sont parmi les gens qui ont l'air le plus difficile non pas à aborder, ils sont plutôt sympas, souriants, souvent plus ou moins souriants et en tout cas souvent serviables. Et je veux dire, on a l'impression que c'est difficile d'aller au-delà et c'est vrai que c'est difficile et qu'il faut il faut en avoir envie d'aller plus loin. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut donner beaucoup de chance et de rencontres et du temps. Mais lorsqu'on y arrive, on trouve des gens très intéressants avec un certain comportement dans la vie, dans la société, des aspirations personnelles, étouffées peut-être pour différentes raisons par la hiérarchie. Mais cette hiérarchie, elle permet aussi de comprendre comment les choses fonctionnent. Et à partir du moment où vous respectez, si je puis dire, le moule et que vous savez à peu près comment les choses vont se faire, ça se passe plutôt bien et vous pouvez quand même faire preuve de personnalité puisque vous avez su, dans les apparences, préserver ce qui doit être préservé impérativement et dans la réalité, mener vos actions avec le sourire. Mhm. Donc, pour toutes D'accord. ces raisons, c'est un Mhm. pays
qui pour moi est très agréable. Et il a aussi une chose que je veux ajouter, même si ça peut paraître léger, c'est le goût du détail. Dans le travail, dans la relation, dans beaucoup de choses, les Japonais ont le goût du détail. Et pour moi, dans la vie, dans les situations, dans les relations, ce qui fait la différence, c'est le détail que vous avez su mettre en avant, ou vous avez noté chez l'autre. S'il a fait un détail, s'il a manifesté un détail, c'est qu'il y a une raison. Le détail n'est jamais anodin. Si vous l'avez remarqué, si vous le faites valoir, dans le temps, là aussi, eh bien, la relation, là, je pense qu'elle devient forte et durable. Et ce sont des choses qui continuent à m'amuser et à me passionner dans leur culture au Japon. Ouais, il suffit de se balader un peu au Japon, de voir, je sais pas, un maître sushi travailler pour voir ce goût du détail, de la précision, de la minutie. On peut le voir sur plein d'aspects différents, quoi. Et je corrobore que c'est un pays que je connais mal, juste en tant que touriste. J'ai eu la chance de pas mal me balader à vélo à Hokkaido, à Ouais. Shikoku, dans les coins les plus perdus du Japon. Et tout le monde n'a pas la chance de découvrir la campagne japonaise, et c'est aussi un autre aspect de C'est ce vrai. pays Oui, que je conseille fortement. bon, je vous attends alors. Je vous attends au Japon. À vélo, très bien. Taïwan vaut le coup aussi à vélo, donc vous êtes le bienvenu à l'inverse. Merci. Et vous parlez justement d'écouter, de prendre conseil. Donc, ça nous amène peut-être aussi un peu à vos activités présentes avec le club VIE, qui est peut-être aussi un lieu de transmission. Vous pouvez donc transmettre votre Oui, expérience à de plus jeunes oui, personnes. Au niveau du Japon et aussi même au niveau de l'Asie-Pacifique, vous êtes vice-président de la commission au niveau Asie-Pacifique, c'est bien cela? non, alors ça c'était une période de ma vie pour les CCE. Ah non, oui, pardon, oui, je confonds. Voilà, donc il y a une période de ma vie où j'ai été, il n'y a pas très longtemps, il y a une commission Asie-Pacifique, et donc j'étais au sein de cette commission pour une période donnée. Et puis après, j'ai continué mes activités de CCE. Oui, mes activités de CCE sont celles qui comptent, qui m'intéressent beaucoup, qui comptent beaucoup. On l'a dit, hein, pour partager des expériences, pour avoir une ouverture qui dépasse le cadre du Japon sur le reste de l'Asie. Et je le rappelle très brièvement, mais les quatre missions essentielles des CCE, c'est de favoriser le pouvoir public dans leur action, hein, ambassades et autres. Donc, ça permet d'être très proche des différentes missions qui viennent et des actions à mener sur place en relation avec les pouvoirs publics. La mission suivante, c'est bien évidemment de faciliter le plus possible les entreprises privées de toutes sortes, et les PME en particulier, qui veulent venir travailler au Japon, de leur tenir un petit peu la main, si je puis dire, avant qu'elles viennent, parfois un peu aussi pendant. Et ça, je pense que c'est fondamental vu le rôle des PME, a fortiori dans l'export, et y compris au Japon, hein, des PME que l'on ne connaît pas, mais qui font un travail remarquable ici et qui sont devenus un peu incontournables dans certaines branches de l'industrie. La troisième action, c'est travailler sur l'attractivité de la France, c'est-à-dire trouver des investisseurs japonais intéressés. Vous savez que la France est un pays d'accueil, je parle des investissements là, un pays d'accueil important, mais s'assurer que ça puisse continuer à l'être malgré la période difficile que nous vivons. Et les Japonais sont une cible intéressante à tous égards par rapport à cela. Et enfin, la quatrième mission des CCE, c'est celle qui m'intéresse aussi, une mission qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de former les jeunes à l'international. Et là, vous voyez immédiatement le lien avec ma deuxième activité que vous citiez, c'est celle du club VIE. Ça permet d'avoir un peu les deux casquettes, si je puis dire, CCE très, très focus sur les jeunes et voulant aller à l'international, et puis le club VIE. Le club VIE au Japon, il a la fonction qu'ont beaucoup de clubs, hein, les moyens en moins, mais il a pour fonction que les gens se rencontrent, évidemment, de créer certains événements. On a un after work
mensuel qui marche en général très bien pour que les gens se rencontrent. Il y a à peu près 200 VIE 200 VIE au Japon, et j'ajoute de façon plus concrète, plus précise, que moi, ce que je fais, tant par ma casquette CCE que par ma casquette Club VIE, c'est de m'intéresser beaucoup précisément au VIE à 3 stades. Le premier stade, c'est par différents réseaux et autres, il y a un certain nombre de personnes qui ont mon nom et qui veulent qui veulent candidater pour être VIE. Donc, j'ai des contacts. Tout ce que je vous dis est évidemment bénévole. Hein, c'est une action bénévole, ce n'est pas un business. Les jeunes gens qui veulent me contacter le font, me demandent comment on devient VIE. Alors, je leur donne un certain nombre d'informations lorsqu'ils n'ont pas pris contact par ailleurs avec Business France, par exemple. Et puis surtout, ce que j'essaye de faire pour certains, s'ils le veulent, et si je pense qu'ils ont une qualité pour ça, une qualité particulière leur permettant de candidater, je les entraîne par Skype ou autre à des entretiens, parce que ils n'ont pas jamais fait d'entretien pour la plupart, donc ils ne savent pas forcément bien le faire. Ça, c'est la première étape, c'est avant d'être candidat VIE. La deuxième étape, c'est certains VIE en poste au Japon me demandent, ou je leur propose, de leur faire un coaching, c'est-à-dire on se voit de façon régulière, parce que le Japon est souvent un pays nouveau pour eux, ou en tout cas, de façon sûre, l'entreprise est quelque chose de nouveau pour la plupart, et dans un environnement de personnel japonais qui ne se comporte pas du tout comme ce qu'ils ont pu connaître, ou d'ailleurs même ne pas connaître du tout, dans d'autres pays, et voir en France. Donc j'essaye un petit peu de les guider par rapport à ça, pour ne pas commettre d'impair, et puis pour savoir comment s'y prendre pour avancer telle ou telle chose. Et le troisième et dernier volet qui me paraît utile, je l'espère, c'est vers la fin de la mission, les VIE, à peu près 50% des VIE qui sont au Japon continuent ou veulent continuer en général une expérience au Japon. Alors, elle peut être pas hors VIE, hein, ils veulent rester au Japon, ils restent au Japon. Alors, certains sont embauchés par l'entreprise dans laquelle ils étaient VIE, d'autres changent d'entreprise et restent dans des périodes variables, parfois toute leur vie, parfois 2 ou 3 années, ça dépend un peu de ce qu'ils font de leur vie et des opportunités qu'ils ont. Et là, donc, quand ils sont en fin de VIE, j'essaye avec eux de trouver des possibilités d'embauche dans des entreprises françaises. Ça me permet de dire aux entreprises françaises ou autres, mais enfin, on essaie plutôt que ce soit des entreprises françaises, de leur dire, voilà, j'ai tel profil ou tel candidat, tel CV, c'est intéressant, puisque vous, actuellement, vous cherchez tel type de personne. Et moi, ça me permet aux VIE de leur dire, peut-être qu'il y a des opportunités pour des entreprises, ou bien quand ils ont des contacts, de les aider un petit peu, là aussi, éventuellement, à faire des entretiens pour les aider avant qu'il y ait un entretien avec les entreprises. Voilà, donc c'est ces deux pans qui, aujourd'hui, plus quelques autres activités qui me font plaisir aussi, un petit peu d'enseignement, aider parfois quelques Japonais dans leur projet de petites entreprises à monter au Japon avec vocation la France. D'accord. Voilà, donc CCE, Club VIE, 2 axes intéressants. Très bien. Et je vois que vous suivez les conseils de votre mentor de garder le contact avec les jeunes. J'espère qu'il continuera à garder le contact avec moi. C'est dans l'autre sens que ça risque de devenir difficile. Mais on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Donc, pour conclure, je voulais vous demander la question traditionnelle. Est-ce que vous avez une astuce à partager pour hacker l'Asie, le Japon, un pays en particulier, peut-être une culture asiatique en particulier? Est-ce que vous avez une astuce à partager? Ça va paraître un peu particulier ou un peu trivial. Moi, j'aborde presque toujours, certaines situations ne le permettent pas, mais j'aborde presque toujours les situations et les gens par l'humour, et j'essaye de provoquer au mieux le rire, au minimum le sourire. Donc je dirais par l'humour. C'est parfois même encore plus drôle quand des gens sont très sérieux et que vous pensez qu'ils ne pourront pas sourire. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas l'occasion de sourire. Donc si vous leur fournissez l'occasion de sourire, déjà ça rompt un peu la glace. Alors rompre la glace dans un pays chaud, c'est très bénéfique. Et simplement, je crois que c'est une façon de
de personnaliser la relation le plus rapidement possible. Alors, selon les endroits et les situations, c'est plus ou moins difficile, mais je dirais que l'humour fait pardonner d'abord beaucoup de fautes et permet tout simplement de s'amuser, de rigoler, de créer une relation durable, plus, je crois, que ce qui est formel. Et alors, évidemment, plus c'est coincé, mieux c'est d'essayer d'avoir de l'humour et de faire sourire. Et souvent, les Japonais, par exemple, sont extrêmement formels, n'ont absolument pas le même sens de l'humour que beaucoup d'entre nous en Occident pouvons avoir. Donc là, c'est pareil, c'est aussi trouver quelle est la faille, au bon sens du terme, chez l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire. Le dernier gag, je ne sais pas si vous le trouverez drôle, il a été trouvé drôle pendant la réunion. Je ne suis pas très grand, je ne suis pas petit, mais je ne suis pas très grand. Et j'étais à une réunion et j'ai remarqué que les Japonais qui étaient là étaient tous très grands. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de raison particulière, mais ils étaient vraiment très grands. Et donc la réunion commence. Avant la réunion, les gens sont assis et puis le maître de cérémonie japonais rentre. Là, évidemment, comme un seul homme, les Japonais se lèvent et moi, je reste assis. Alors évidemment, autour de moi, il y en a qui auraient envie de me faire signe, mais il faut vous lever. Et là, j'ai pris mon temps pour me lever. Et je me suis évidemment levé. Et là, j'ai dit, je m'excuse de me lever un peu tard, mais vous voyez, ça ne fait pas une grande différence par rapport à quand je suis assis. D'accord, très bien. Et alors, vous dites toujours à ce moment-là, peut-être que personne ne va rigoler. Peut-être d'ailleurs, ceux qui écoutent cette blague, ils disent non, c'est pas très drôle. Mais je peux vous assurer, déjà, moi ça va quand même faire rigoler. Il faut se remettre dans le contexte. Ouais. Mais il y a eu un grand éclat de rire et je suis certain qu'on est passé au sujet et autres de façon beaucoup plus relaxe que si on avait eu droit à un long discours, un long machin, etc. On y a eu droit quand même, mais dans une ambiance beaucoup plus sympathique, à mon avis. Et puis, quand vous avez une réunion qui est un peu formelle, moi, j'ai toujours eu un peu le trac avant des réunions de travail ou quelles qu'elles soient. Quand déjà vous êtes arrivé à accrocher 2-3 sourires, vous vous sentez mieux dans votre ventre. Ouais, non, je suis d'accord. Les Américains font ça dans un sens différent. J'étais souvent marqué par le côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive aussi. Ouais. Mais quand ils le font avec des Américains, ça va, ou d'autres. La difficulté, c'est de le faire dans des sociétés où ça se fait pas, quoi. Ah ouais, non, vous rajoutez une couche de difficulté, tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion. Comment vous contacter pour un jeune futur veilleux qui s'intéresse au Japon, par exemple? Sur LinkedIn, quel est le meilleur moyen? LinkedIn, c'est le plus simple. Donc, Frédéric Benoliel, Benoliel. Sur LinkedIn, on peut vous contacter. Très bien. Bon, merci beaucoup, Frédéric, et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de votre temps et à bientôt. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!